Ma femme a dit, arrête d'être si dramatique, ce n'est que du flirt, quand je l'ai vu donner son numéro à. Comment ça, toutes mes cartes sont bloquées? J'ai 33 millions de dollars. Savez-vous qui je suis? Oui, vous êtes la femme qui a troqué l'amour pour un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mon beau-père, Richard, se mourait d'un cancer du pancréas. Une maladie impitoyable qui ne fait pas de prisonnier. Il était la définition même du self-made man. Parti de rien, il avait bâti une fortune de 33 millions de dollars à la seule force de sa détermination et de sa volonté. Une grande maison sur les collines, plusieurs entreprises, tout y était. J'ai passé nuit après nuit à ses côtés durant ces derniers mois, à écouter ses histoires et à regarder de vieux films ensemble. Ma femme, Sarah, elle, se montrait à peine, sauf si elle voulait de l'argent pour un autre voyage de yoga ou une virée shopping. Richard et moi avions un vrai lien. Il se souciait de mes objectifs et m'écoutait d'une manière que ma propre femme n'a jamais fait. Environ 6 mois avant qu'il ne tombe gravement malade, nous étions dans son bureau à partager un bon whisky quand il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Darien, tu es un homme bon. Meilleur que ce que cette famille mérite, pour être honnête. » Sur le moment, j'ai mis ça sur le compte du whisky, mais ces mots me resteraient en tête plus tard. Quand Richard est finalement décédé, j'espérais que voir son père s'éteindre apprendrait à Sarah quelque chose sur la perte, sur ce qui compte vraiment. J'avais déjà connu cette douleur 5 ans plus tôt, quand j'ai perdu mes 2 parents dans un accident de voiture. Ce deuil m'avait presque brisé, me laissant tout remettre en question. La réaction de Sarah à l'époque, disons simplement que, compréhensive, ne serait pas le mot juste. On aurait plutôt dit qu'elle était légèrement agacée par mon effondrement. Je pensais que le décès de Richard pourrait la changer, que cela la forcerait enfin à faire face à la mortalité, à la famille et aux lourdes vérités qui poussent les gens à revoir leurs priorités. Mais au lieu de cela, elle a traité l'héritage comme une enfant gâtée se réveillant le matin de Noël pour trouver tout le magasin de jouets sous le sapin. La lecture du testament fut une farce. Sarah était assise là, dans une robe noire de créateur qui valait plus que le loyer de la plupart des gens, arborant un sourire suffisant, comme si elle savait déjà ce qui allait arriver. Quand l'avocat a dit qu'elle héritait de tout, la maison, l'argent, les entreprises, elle n'a même pas sourcillé, se contentant d'un petit hochement de tête, comme si tout lui avait toujours appartenu. C'est là que les choses ont vite mal tourné. En quelques jours, ma femme autrefois aimante est devenue quelqu'un que je pouvais à peine reconnaître. La femme que j'avais épousée il y a 7 ans, celle qui riait de mes blagues idiotes et me volait des frites dans mon assiette, avait disparu. À sa place se tenait une étrangère froide et cassante qui me regardait comme si j'étais de la saleté sous sa chaussure. Le manoir est devenu son trône, et je n'étais rien de plus qu'un vestige du passé. Elle a commencé à laisser entendre que je devrais trouver mon propre chemin maintenant qu'elle était à l'abri pour le restant de ses jours. Dans son esprit, hériter de millions lui donnait le droit de me traiter comme du lait tourné. Puis est arrivé ce soir-là, 3 semaines après les funérailles. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. J'étais dans ce qui était autrefois notre chambre, pliant le linge comme une sorte de domestique, quand Sarah est entrée avec une expression si glaciale qu'elle aurait pu geler l'enfer. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. Et croyez-moi, ces 4 mots n'ont jamais rien annoncé de bon dans l'histoire du mariage. J'ai levé les yeux de la pile de chemises, essayant de déchiffrer son visage. « À quoi tu penses, chérie ?» C'est alors qu'elle a lâché la bombe atomique qui a anéanti ce qui restait de notre mariage. « Trouve-toi un autre endroit où vivre. » Je me fiche où. Tu ne sers plus à rien maintenant. Juste comme ça. Sans préambule, sans explication, sans le baratin habituel du « ce n'est pas toi, c'est moi ». Juste du venin pur et sans phare, délivré avec la chaleur émotionnelle d'un parc-mètre. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé une éternité, tenant l'un de ces chemisiers en soie dans mes mains, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. « Excuse-moi », ai-je réussi à articuler. « Tu m'as entendu, Darien. Tu es un poids mort. Je n'ai plus besoin de toi. J'ai tout ce que je veux maintenant, et tu n'es qu'un obstacle sur mon chemin. » Derrière elle, j'ai aperçu son frère Marcus, qui rôdait dans l'embrasure de la porte avec ce sourire satisfait sur le visage. Il traînait davantage dans les parages depuis la fin de Richard, chuchotant du poison à l'oreille de Sarah, lui disant qu'elle méritait mieux, qu'elle était destinée à de plus grandes choses. Les mots m'ont frappé comme un coup de masse en pleine poitrine. C'était la femme pour qui j'avais tout sacrifié. La femme pour qui j'avais travaillé 60 heures par semaine pour la soutenir pendant qu'elle se trouvait, à travers des passe-temps coûteux. La femme pour qui j'avais renoncé à mes propres rêves,
refusant des opportunités d'emploi et mettant de côté mes ambitions parce que ses besoins passaient toujours en premier. Sarah, qu'est-ce qui te prend, bon sang? Nous sommes mariés. Nous avons prononcé des vœux. Oh, s'il te plaît. Elle a balayé l'air de la main avec dédain, comme pour chasser une mouche agaçante. Ces vœux ont été faits quand j'avais besoin de toi. Les choses changent. J'ai changé. Ma situation a changé. Toi, non. Cette nuit-là, pendant que Sarah célébrait sa nouvelle indépendance avec Marcus et leurs amis du country club, j'ai emballé toute ma vie dans 2 valises usées et une boîte en carton remplie de photos et de souvenirs. 7 ans de souvenirs partagés, réduits à 3 contenants qui remplissaient à peine le coffre de ma vieille Honda Civic. En chargeant mes pathétiques affaires dans la voiture, je ne pouvais m'empêcher de penser à tous les compromis que j'avais faits. Tous les morceaux de moi que j'avais abandonnés pour la rendre heureuse. La promotion que j'avais refusée parce qu'elle aurait impliqué un déménagement. Les amis avec qui j'avais perdu contact parce que Sarah ne les approuvait pas. Les passe-temps que j'avais abandonnés parce qu'ils n'étaient pas assez sophistiqués pour son cercle social. Et pourquoi? Pour être jeté dès que je n'étais plus utile. Le pire n'était même pas la trahison. C'était la cruauté désinvolte de tout cela. Elle n'a même pas eu la décence de prétendre que c'était difficile pour elle. Pas de larmes, pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce que nous avions partagé. Juste un renvoi froid et calculé, comme si j'étais un employé licencié d'un poste pour lequel je n'avais jamais postulé. Laissez-moi vous parler du fond du trou. Ça sent le désinfectant industriel mélangé aux rêves brisés de chaque pauvre imbécile qui a un jour franchi la porte du Sunset Motor Lodge. L'endroit facturait $39 la nuit et avait une enseigne au néon clignotante qui ne parvenait à épeler que « SU ». TM. Oh. Les bonjours. Le réceptionniste a à peine levé les yeux quand j'ai débarqué avec mes biens terrestres. Il a juste fait glisser une clé sur le comptoir et a grogné quelque chose qui aurait pu être « chambre 12 ». La chambre 12 était un chef-d'œuvre de l'hospitalité à bas prix. Le tapis était d'une charmante teinte de « mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ici ?» et le papier peint s'écaillait comme un mauvais coup de soleil. Le lit semblait avoir connu plus de relations qu'une starlette d'Hollywood. Et la salle de bain était moins accueillante que la plupart des scènes de crime. Mais voilà le clou du spectacle, ce taudis était un paradis comparé au désert émotionnel dans lequel je vivais. Je me suis effondré sur ce matelas affaissé et je suis resté là, à fixer une tache d'humidité au plafond qui ressemblait étrangement soit à Jésus, soit à un canard très triste. C'est là que le cadeau d'adieu de Sarah a vraiment commencé à me ronger. Avant que je n'emballe ma vie dans des cartons, elle m'avait jeté une poignée d'argent comme si j'étais un artiste de rue qui venait de massacrer une chanson des Beatles. Tiens, avait-elle dit, sans même me regarder. Ça devrait te tenir quelques semaines, le temps que tu trouves quoi faire. 3 cents. 7 ans de mariage et je ne valais que $300 pour elle. Mais allongé là, à écouter mon voisin du dessus qui semblait s'entraîner pour les Jeux Olympiques de lancer de meubles, quelque chose a commencé à me tarauder. Ce n'était pas seulement l'humiliation ou la trahison, bien que ces sentiments fassent un excellent travail pour me dévorer de l'intérieur. Non, c'était autre chose. Quelque chose qui ne collait pas. Richard n'était pas du genre à laisser les choses au hasard. Cet homme avait été un perfectionniste en tout. Ses affaires, ses investissements, bon sang, même la façon dont il organisait son tiroir à chaussettes ressemblait à un manuel militaire. Il avait planifié chaque détail de son empire avec la précision d'un horloger suisse, l'avait bâti à partir de rien par pure détermination et une attention quasi obsessionnelle aux détails. Alors pourquoi un homme comme ça laisserait-il simplement toute sa fortune à Sarah avant de s'en aller? J'avais passé assez de temps avec Richard au fil des ans pour savoir ce qu'il pensait vraiment de sa fille. Ne vous méprenez pas, il l'aimait, mais il n'était pas aveugle à ses défauts. L'homme avait bâti un empire commercial grâce à un travail acharné et à des sacrifices. Et la plus grande réussite de Sarah était de maîtriser l'art de dépenser l'argent des autres avec un talent de niveau olympique. Richard en plaisantait, en fait. Cette fille pourrait brûler une fortune plus vite que Sherman n'a traversé la Géorgie, disait-il avec ce mélange d'affection et d'exaspération que seul un parent peut avoir. Il savait qu'elle était capricieuse, savait qu'elle était paresseuse, savait qu'elle avait autant de sens des affaires qu'un poisson rouge. Alors, un homme comme ça aurait-il vraiment tout remis à quelqu'un dont il savait qu'elle le dilapiderait probablement en sac à main de créateur et en vacances en Europe? Plus j'y pensais, plus ça me dérangeait. À 3 heures du matin, j'avais réussi à me convaincre que je perdais la tête. Le chagrin et le désespoir me faisaient voir des conspirations là où il n'y en avait pas.
Sarah avait hérité de tout en bonne et due forme, et je n'étais que le mari abandonné cherchant une sorte de justice cosmique qui n'existait pas dans le monde réel. Mais quand l'aube s'est finalement glissée à travers ces rideaux mités, j'ai pris une décision. Appelez ça de la curiosité, du désespoir, ou les derniers soubresauts pathétiques d'un homme qui avait tout perdu. J'allais découvrir la vérité. Avec les quelques dollars qu'il me restait après avoir payé une autre nuit au paradis, j'ai sorti mon téléphone et cherché Charles Whitmore, l'avocat de longue date de Richard. Mes mains tremblaient en composant le numéro. Ce serait probablement l'appel téléphonique le plus embarrassant de ma vie. Le pathétique ex-gendre à la recherche de miettes, espérant contre tout espoir qu'il y ait peut-être une erreur, une petite faille qui pourrait me jeter une bouée de sauvetage. Le bureau de Charles Whitmore criait l'opulence de la vieille bourgeoisie sur chaque surface lambrissée d'acajou. Franchir ses portes, c'était comme entrer dans un autre siècle, où les poignées de main avaient encore une signification. La réceptionniste m'a informé que M. Whitmore pouvait me voir immédiatement, ce qui aurait dû être mon premier indice que quelque chose clochait. D'après mon expérience, les avocats ne laissent pas tout tomber pour des types fauchés qui sentent le savon de motel bon marché et le désespoir. Mais Charles m'a accueilli comme si j'étais le fils prodigue rentrant à la maison pour le dîner de Noël. « Darien, mon garçon. » Il a pratiquement bondi de derrière son immense bureau. « J'essaie de vous joindre depuis des semaines. Votre femme m'a dit que vous aviez quitté la ville. Je me suis arrêté net. Elle vous a dit quoi? Qu'il fallait vous laisser tranquille. Que vous étiez parti en Arizona ou au Nevada, quelque part dans l'Ouest. Que vous vouliez prendre un nouveau départ après le décès de Richard et que vous ne vouliez pas être contacté pour des questions juridiques. Le sang dans mes veines s'est transformé en eau glacée. Cette menteuse, cette intrigante, cette traîtresse avait intercepté mon courrier, filtré mes appels, m'effaçant de l'existence pendant qu'elle jouait à la reine du château. Charles, dis-je, en essayant de garder ma voix stable. Je loge au Sunset Motor Lodge, à environ 15 minutes d'ici. Je n'ai jamais quitté la ville, et je n'ai certainement jamais dit à personne que je ne voulais pas être contacté. Les sourcils du vieil avocat se sont levés si haut qu'ils ont pratiquement disparu dans sa chevelure. Il s'est dirigé vers un classeur et en a sorti un épais dossier en manille portant le nom de Richard. « Mon garçon, dit-il. Il faut qu'on parle, et je veux dire tout de suite. » Charles s'est installé derrière son bureau avec le dossier devant lui, me regardant comme s'il était sur le point d'annoncer une nouvelle qui allait soit faire ma journée, soit ruiner ma vie. « Darien, qu'est-ce que Sarah vous a dit exactement à propos du testament de son père? Qu'elle héritait de tout. Le manoir, l'argent, tout l'empire de 33 millions de dollars. Assez clair et net, selon elle. » Charles a émis un son qui ressemblait à un croisement entre un gloussement et un reniflement. Clair et net. Elle est bien bonne, celle-là. Il a ouvert le dossier et en a sorti ce qui semblait être le testament original. Des papiers épais d'aspect officiel avec plus de sceaux et de signatures qu'un traité de paix. Laissez-moi vous demander quelque chose, mon garçon. Avez-vous réellement vu ce prétendu testament? Étiez-vous présent à la lecture? Je me suis souvenu de ce jour. Sarah était rentrée du bureau de l'avocat, rayonnante de satisfaction, agitant des papiers comme si elle venait de gagner à la loterie. Mais maintenant que j'y pensais vraiment. Non, ai-je admis. Elle a dit que c'était une affaire de famille, que comme je n'étais pas un parent par le sang, je n'avais pas besoin d'être là. Elle a ramené des copies de certains documents, mais je n'ai jamais vu le testament original. Charles a secoué la tête comme si je venais de lui dire que j'avais acheté le pont de Brooklyn à un type en imperméable. Bien sûr qu'elle l'a fait. Il a tourné le testament pour que je puisse le voir, et mon cœur s'est mis à battre comme si je venais de courir un marathon. Même à l'envers, je pouvais voir mon nom mentionné plusieurs fois dans le document. Darien, selon le dernier testament et les dernières volontés de Richard, celui qui l'a signé, fait attester et notarié dans ce même bureau, vous êtes le principal bénéficiaire de sa succession. Les mots m'ont frappé comme un train de marchandises transportant une cargaison d'incrédulité. Je suis désolé. Quoi? Le manoir, 70% de ses actifs liquides, une participation majoritaire dans ses holdings commerciales. Tout est à vous, mon garçon. Chaque centime. Je fixais le document comme s'il était écrit en ancien sumérien. Mais Sarah a dit. Sarah a reçu 10 millions de dollars, a poursuivi Charles en feuilletant les pages. Un héritage très généreux, remarquez, mais il était assorti de conditions. Quel genre de conditions? Charles a ajusté ses lunettes de lecture et a trouvé la section pertinente.
Le legs à Sarah et Morrison dépend de la manière dont elle traitera son mari, Darien Morrison, après le décès de Richard. Si elle ne parvient pas à honorer les liens du mariage et à traiter son mari avec le respect et la dignité qu'il mérite, le dit legs sera nul et non avenu, et ses actifs reviendront au bénéficiaire principal. Ma bouche est devenue sèche. Vous me dites qu'en me jetant comme les ordures d'hier, elle a renoncé à tout son héritage. C'est exactement ce que je vous dis. Charles s'est penché en arrière dans son fauteuil avec quelque chose qui aurait pu être de la satisfaction dansant dans ses yeux. Richard a été très précis sur cette clause. Il avait observé le comportement de sa fille au fil des ans, vu comment elle vous traitait, et il voulait s'assurer que son argent ne lui permettrait pas de devenir une personne encore pire qu'elle ne l'était déjà. J'avais l'impression de vivre une expérience de décorporation. C'est insensé. Pourquoi ne le savait-elle pas? Oh, mais elle le savait. Charles a sorti un autre document, un reçu montrant que Sarah avait reçu une copie complète du testament 3 jours après les funérailles. Elle a reçu le testament complet, non expurgé. Elle a choisi d'ignorer les conditions, pensant probablement que c'était juste la façon de son père d'être dramatique depuis l'au-delà. Elle a donc joué avec 10 millions de dollars et a perdu de façon spectaculaire. Charles ne pouvait plus cacher son sourire malicieux. Richard disait toujours que sa fille était trop arrogante pour son propre bien. Il s'avère qu'il avait raison. Puis il a sorti un vieux magnétophone à cassette et a appuyé sur play. La voix de Richard a rempli la pièce. Faible à cause de la maladie, mais indubitablement déterminé. Darien, si tu entends ça, ça veut dire que ma fille a montré son vrai visage. Je suis désolé, mon garçon. J'ai essayé de mieux l'élever, mais certaines personnes naissent simplement égoïstes. Tu as été plus une famille pour moi ces dernières années qu'elle ne l'a jamais été. Prends soin de ce que j'ai construit. Utilise-le à bon escient. Et ne la laisse pas te faire culpabiliser pour lui donner le moindre centime. Elle a fait son choix. L'enregistrement s'est terminé et je suis resté assis là, comme si je venais d'être frappé par la foudre émotionnelle. En l'espace de 20 minutes, j'étais passé du statut de mari abandonné vivant dans un motel miteux à celui d'héritier d'un empire de plusieurs millions de dollars. Alors, que se passe-t-il maintenant? Ai-je finalement réussi à demander? Maintenant, Charles a souri comme un requin qui venait de repérer un banc de poissons particulièrement savoureux. Nous rendons tout ça officiel. En quelques heures, nous avons tout mis en branle. Les comptes bancaires ont été gelés plus vite qu'un lac du Minnesota en janvier. Les cartes de crédit ont été annulées avec l'efficacité d'un horaire de train suisse. Les services publics du manoir ont tous été retransférés à mon nom avant la fin de la journée. Mais le vrai coup de théâtre a été de découvrir que Sarah avait payé un faussaire de bas étage 50 000 $ pour créer de faux documents de testament en utilisant des en-têtes volées au bureau de Charles. Elle l'avait payé avec l'argent des comptes de Richard. De l'argent auquel, selon le vrai testament, elle n'avait jamais eu légalement accès. J'ai décidé de faire un petit tour en voiture jusqu'à ce qui était maintenant officiellement ma maison. Je suis arrivé au manoir juste au moment où le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la pelouse parfaitement entretenue. La maison semblait différente, plus petite, moins intimidante. C'est peut-être ce qui arrive quand on réalise qu'on possède réellement quelque chose au lieu de simplement le visiter. Je suis entré avec les nouvelles clés que Charles m'avait données, et c'est là que je l'ai entendu, le son indubitable de Sarah en pleine crise de nerfs dans la cuisine. Comment ça, la carte a été refusée? C'est impossible. J'ai des millions sur ce compte. Je l'ai trouvé debout près de l'îlot de cuisine en granit, le téléphone collé à l'oreille et le visage rouge d'une fureur qui précède généralement une ordonnance restrictive. Elle portait une de ses tenues de créateur, mais son sang-froid habituel se fissurait comme de la peinture bon marché. Quand elle m'a remarqué dans l'embrasure de la porte, son visage a changé de couleur plus souvent qu'une bague d'humeur dans un orage. Darien, qu'est-ce que tu fais ici? J'habite ici, ai-je dit, sortant les clés et les faisant teinter juste pour voir son visage se tordre de confusion. Tu te souviens? C'est ma maison. Ta maison? De quoi diable tu parles? J'ai hérité de... Tu n'as hérité de rien du tout, Sarah. Je me suis approché du comptoir de la cuisine et me suis appuyé contre, comme si l'endroit m'appartenait, ce qui était le cas. Il s'avère que ton papa t'a laissé une jolie petite allocation, mais elle était assortie de conditions. Des conditions que tu as coupées au moment où tu as décidé que j'étais inutile. La couleur a quitté son visage comme si on avait tiré une bonde. C'est impossible. J'ai lu le testament. Tout m'a été légué. Tu as lu un faux, ma chérie.
Un faux très cher et très illégal qui va t'attirer plus d'ennuis qu'une dinde à Thanksgiving. Comme par un fait exprès, son téléphone a commencé à sonner, recevant des appels de toutes les banques et sociétés de cartes de crédit qu'elle avait saignées à blanc. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté et me suis retourné vers elle. Elle était toujours là, en état de choc, son téléphone vibrant au son de son monde financier tout entier en train d'imploser. « Oh, et Sarah ?» ai-je dit, la main sur la poignée de la porte. « Tu devrais peut-être appeler un avocat. » Un bon, parce que la falsification et la fraude sont des crimes fédéraux, et j'ai entendu dire que l'orange ne t'allait pas vraiment au teint. 2 jours plus tard, le monde soigneusement construit de Sarah s'est effondré comme un château de cartes dans un ouragan. Sa mère, Eleanor, est apparue comme une sorte d'ange vengeur vêtu de Chanel, offrant des pots de vin qui sont passés de 2 à 5, puis à 10 millions de dollars. Comme je continuais de refuser, elle a proféré des menaces sur les pratiques commerciales douteuses de Richard et sur des enquêtes fédérales qui pourraient bloquer la succession pendant des décennies. C'est là que j'ai appris la vérité qui a tout changé. Richard avait travaillé avec le FBI pendant 2 ans en tant que témoin coopérant. Toutes ces sociétés écrans louches qu'Eleanor menaçait d'exposer. Elle faisait partie d'une opération fédérale autorisée pour attraper de vrais blanchisseurs d'argent et des criminels. Richard avait aidé à démanteler un important réseau criminel, gagnant 2,3 millions de dollars en honoraires de consultation du gouvernement pour sa coopération. Le FBI m'a demandé de porter un micro lors de ma prochaine rencontre avec Sarah et Eleanor. Elles sont tombées droit dans le panneau, proférant des menaces d'extorsion et admettant de multiples crimes fédéraux sur enregistrement. Lorsque l'agent Martinez et son équipe ont fait irruption, Eleanor a même demandé « Quelle enquête fédérale ?» Martinez a souri et a dit « Celle que votre mari nous aidait à mener depuis 2 ans. » L'expression sur le visage d'Eleanor était inestimable, comme si elle venait de découvrir que la gravité était facultative et qu'elle était sur le point de tomber vers l'espace. Sarah a crié que je l'avais trahi, mais je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Tu as essayé de m'effacer de l'existence, commis une fraude, puis essayé de m'extorquer. Je ne t'ai pas trahi. Je t'ai juste laissé te pendre avec ta propre corde. » Sarah a écopé de 18 mois de prison fédérale pour fraude, extorsion et complot. Eleanor a pris 2 ans pour les mêmes chefs d'accusation, plus obstruction à la justice. Elles m'écrivent des lettres de prison chaque semaine. Des appels désespérés au pardon que je n'ouvre jamais. La femme qui a traité son mari d'inutile partage probablement une cellule avec quelqu'un qui apprécie ce genre d'ironie. 6 mois plus tard, je vis dans mon manoir et je dirige la fondation Richard et pour l'intégrité familiale, aidant d'autres personnes qui ont été flouées par des parents avides et des conjoints manipulateurs. Parfois, je me tiens sur le balcon où Richard regardait le coucher du soleil, un verre de son whisky préféré à la main, en pensant à quel point les choses ont changé. L'homme effrayé et brisé qui a emballé sa vie dans 2 valises a disparu, remplacé par quelqu'un qui comprend sa propre valeur. Et ce roi n'est pas intéressé à régner par la peur, l'argent ou la manipulation. Je construis quelque chose de mieux qu'un empire. Je construis un héritage qui aurait rendu Richard fier. La fondation a déjà aidé des dizaines de cas en seulement 6 mois. Nous avons aidé des épouses dont les maris cachaient des actifs lors de procédures de divorce, des enfants adultes dont les parents ont été manipulés pour changer leur testament par des soignants véreux, et des gens comme moi qui ont été considérés comme sans valeur jusqu'à ce qu'ils prouvent le contraire. Chaque succès est comme une petite victoire contre le genre de cruauté que Sarah m'a montré. J'ai également appris davantage sur la double vie de Richard grâce à l'agent Martinez. L'homme risquait sa vie tous les jours pendant 2 ans, assistant à des réunions avec des criminels véritablement dangereux tout en portant des micros et en recueillant des preuves. Certaines de ces personnes étaient liées à des cartels, à des opérations de traite des êtres humains et à des trafiquants d'armes. Les 347 millions de dollars saisis n'étaient que la pointe de l'iceberg. Ils ont perturbé des réseaux entiers d'entreprises criminelles qui opéraient depuis des décennies. La partie la plus satisfaisante, les amis d'Eleanor au sein du gouvernement fédéral se sont avérés être les mêmes agents avec qui Richard avait travaillé. Quand elle se vantait d'avoir des relations qui pourraient me rendre la vie difficile, elle me menaçait sans le savoir avec les personnes même qui étaient reconnaissantes de la coopération de Richard. L'agent Martinez m'a dit qu'ils en avaient bien ri. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si Sarah m'avait simplement traité avec une décence humaine de base. Elle aurait hérité de 10 millions de dollars, plus d'argent que la plupart des gens ne voient en 10 vies. Au lieu de cela, sa cupidité et sa cruauté lui ont tout coûté. L'ironie, c'est que si elle avait simplement été une épouse décente, elle serait toujours incroyablement riche. Mais cela exigeait qu'elle me voie comme un être humain plutôt que comme un poids mort.
Les lettres de prison sont devenues plus désespérées avec le temps. La dernière de Sarah affirmait qu'elle était une personne différente maintenant, et que la prison lui avait appris la valeur de l'amour et de la loyauté. Les lettres d'Eleanor alternent entre des diatribes remplies de rage sur la façon dont j'ai détruit la famille et des tentatives pathétiques de manipulation émotionnelle sur le fait qu'elle n'est qu'une veuve en deuil qui a fait des erreurs. Je ne réponds jamais, mais je les lis occasionnellement quand j'ai besoin de motivation pour la fondation. Chaque histoire larmoyante qu'elles écrivent me rappelle comment elles ont montré leur vrai visage quand elles pensaient détenir toutes les cartes. Les gens ne changent pas fondamentalement. Ils révèlent simplement qui ils ont toujours été lorsque les circonstances s'y prêtent. Marcus, le frère de Sarah, qui était si suffisant à propos de ma chute, est resté complètement silencieux depuis les arrestations. Il s'avère que lorsque votre sœur et votre mère sont des criminels fédérales, il est plus difficile de maintenir cet air de supériorité. Aux dernières nouvelles, il faisait face à ses propres problèmes financiers après des investissements commerciaux douteux. Le karma finit toujours par vous rattraper. Le manoir est maintenant comme ma maison, d'une manière qu'il ne l'a jamais été quand j'étais marié à Sarah. J'ai tout redécoré pour refléter qui je suis vraiment plutôt que ce que je pensais devoir être pour m'intégrer dans leur monde. La bibliothèque où Richard et moi avions l'habitude de parler est devenue ma pièce préférée. C'est là que je fais la plupart de mon travail pour la fondation et où je garde ce billet de $300 encadré. Mise à jour pour ceux qui se poseraient des questions sur le réseau criminel que Richard a aidé à dénoncer, 17 arrestations, 347 millions de dollars saisis, plusieurs syndicats du crime internationaux démantelés. Mon beau-père était en gros Batman en costume d'affaires, et j'ai hérité non seulement de sa fortune, mais aussi de son héritage de justice. Quant aux $300 que Sarah m'a donnés, je les ai encadrés avec une note, la valeur de 7 ans de mariage pour mon ex-femme. Il est accroché dans mon bureau, pour me rappeler le chemin que j'ai parcouru et à quel point les gens peuvent se tromper sur votre valeur.